Dans ce numéro, je reçois Didier Claes. Né d'un père chercheur d'art de nationalité belge, Didier Claes a été bercé dans l'art dès son enfance en République démocratique du Congo, pays où il tire sa passion d'objets d'art africains. Du rabatteur, Didier Claes devient en 2002 le premier galériste métis spécialisé en art africain à Bruxelles. Didier Claes est aussi expert pour de nombreuses commissions et vice-président de la BRAFA, Brussels Art Fair, foire d'art et d'antiquité considérée comme un baromètre fiable du marché de l'art. Bonjour Didier Claes. Bonjour. C'est qui un marchand d'art? Est-ce un commerçant d'œuvres d'art? Je n'aime pas trop l'appellation de commerçant, même s'il s'agit effectivement de négoce, puisqu'on achète et on vend. Mais je détermine plutôt le métier de marchand d'art plutôt comme un découvreur et puis un passeur de rêves, puisque c'est un métier de passion qu'on fait par passion, par amour des œuvres. Et évidemment, en découle un marchandage et effectivement, on a une entreprise. Donc finalement, c'est un commerce, mais au début, c'est vraiment une profession de passionné. Moi, j'aurais préféré, si on parle de mes tableaux de cicatrices ou de nervures comme dans une feuille ou de lignes ici dans la paume de la main, c'est du vécu. Tu es né presque avec une œuvre d'art dans la main. À quel moment tu t'es décidé d'en faire un métier? Disons que je suis né, pas presque, complètement avec une œuvre d'art dans la main, puisque mon histoire veut que mon père belge est allé au Congo et a rencontré ma mère en cherchant des objets pour le compte du musée de Kinshasa. Donc il a rencontré ma mère en trouvant des œuvres d'art. Et évidemment, de facto, moi je suis né au milieu de tout ça, donc dans un environnement vraiment complètement dédié à l'art. Et mes premiers voyages, je dirais, en Afrique, c'était vraiment de mon tout bas âge. Mais il y a eu une rupture, c'est à l'arrivée en Belgique, après la guerre civile, où je n'ai plus de contact avec le Congo. Et donc du coup, c'était un petit peu un retour aux sources pour moi, de pouvoir un peu me retrouver autour des œuvres d'art. Donc j'ai commencé à m'instruire en allant dans les musées ici à Bruxelles. Et puis j'avais envie de revoir des gens qui entouraient mes parents à l'époque. Donc j'ai retrouvé des personnages qui étaient liés au marchandage d'art à l'époque, au Congo, à Kinshasa. Et puis tout doucement est revenue en moi cette connaissance que je pensais que j'avais enfouie au fond de moi. Et très vite finalement j'en ai fait un métier, très vite à partir de l'âge de 16 ans. Votre galerie d'art a déménagé depuis 2017 dans le quartier Louise. Parlez-nous de sa particularité. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai eu pendant 17 ans 2 galeries différentes au Sablon, puisque le quartier des Sablons a toujours été le quartier dédié aux arts anciens. Mais à un moment donné, je m'ennuyais un petit peu et je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu poussiéreux et je voulais un peu renouveler tout cela. Et la clientèle qui s'intéresse aux objets d'art africains, en tout cas les nouveaux amateurs, les nouveaux collectionneurs, sont des amateurs qui proviennent de l'art contemporain, de l'art moderne. Et ici, à Avenue Louise, dans ce quartier où je suis aujourd'hui, je suis entouré de galeries qui dédient au fait leur métier à la vente et achat d'art contemporain, art moderne. Donc, je suis, pour vous dire par exemple, entre 2 très grandes galeries importantes qui se situent ici à Avenue Louise, rue de l'Abbé où je suis. Et c'est une manière pour moi de venir vers ce domaine, vers ces marchés. Exactement. J'étais le premier à m'installer ici, maintenant on a un deuxième qui s'est installé. Et c'est vraiment une façon en fait de marier. D'ailleurs à l'exposition où vous êtes là aujourd'hui, je présente un artiste contemporain qui justement est en confrontation avec les objets africains. Ce qui permet d'abord d'avoir des objets, je dirais, qui sont en dialogue avec la peinture, mais à la fois ça fait aussi un dialogue entre les collectionneurs classiques et les collectionneurs d'art contemporain. Je veux que les gens certainement comprennent que ces lignes-là m'ont fait mal. De Broc a vraiment un travail assez spécial parce qu'il y a vraiment un travail de verticalité mais aussi d'horizontalité et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les œuvres africaines puisqu'il y a souvent un travail de ligne. C'est extraordinaire et je trouve que ça s'accorde très bien avec tous les objets qui ont été choisis par Didier. Quelle est la procédure d'acquisition des pièces de collection et quelles sont les contraintes liées à cette acquisition?
C'est une bonne question. Alors il y a un fantasme qu'il faut vraiment aujourd'hui relever, c'est qu'un fantasme et qui à la fois est lié à une réalité, c'est que les objets en tout cas anciens ne sont plus disponibles sur le continent. Je ne généralise pas, mais pour la majorité en tout cas des civilisations, elles ont pour la plupart disparu. Et pour certaines, aujourd'hui, en tout cas, ont leurs croyances qui ont aussi disparu. Et avec les croyances, ont disparu effectivement les œuvres. Alors, beaucoup de ces objets ont été achetés à l'époque, avant les indépendances. Certaines ont été collectées par les missionnaires, certaines ont été collectées par l'administration coloniale. Mais on peut dire qu'à partir des années, je dirais juste après l'indépendance, il est resté encore une dizaine d'années où il y avait encore des objets qui sortaient, marchandés généralement par des marchands occidentaux. Mais depuis les années 70, voire 80, il n'y a plus du tout d'objets qui sont trouvables sur le marché en Afrique. Sauf chance ultime ou incroyable, mais ceux qui ne peuvent pas faire en sorte qu'on peut créer un marché en achetant des objets en Afrique. Donc moi, les objets, je les trouve dans les anciennes collections. Donc beaucoup de collectionneurs qui ont acheté ces objets à l'époque, avant et après l'indépendance. Aussi dans les maisons de vente publiques. Je fais tout un travail de recherche, donc je voyage énormément. Donc je peux prendre l'avion pour aller voir une œuvre à New York, à San Francisco ou à Berlin ou à Paris, afin de pouvoir la proposer après à mes clients. Aussi, encore, il arrive très peu, mais il m'arrive aussi d'acheter des objets dans des vieilles familles qui auraient pu ramener les objets à une certaine époque et qui les ont conservés jusqu'à aujourd'hui. Comment détecter le vrai du faux? Ah ben ça c'est une vraie question, mais c'est une question qui à la fois peut être très simple et avoir une réponse qui peut être très terre à terre. C'est un métier, c'est vraiment un métier. Et aujourd'hui je fais ce métier depuis 25 ans, sans compter effectivement les années dans lesquelles j'ai effectué finalement une approche qui était naturelle vis-à-vis de mon contexte familial. Mais la réalité, c'est que c'est un métier qui demande énormément de patience, énormément de travail et surtout énormément de connaissances qui s'acquièrent effectivement au fil du temps. C'est pour ça que très souvent, les marchands d'art ont un certain âge poussé. Bon, moi, j'ai été une exception parce que j'ai commencé très tôt, mais exactement, je me suis rendu compte encore dernièrement que j'ai vraiment commencé ce métier très très jeune et peu de gens m'ont fait confiance au départ et je peux les comprendre, mais j'avais disons une histoire qui était complètement différente de celle des autres et c'était assez inné en moi. Mais pour ceux qui veulent commencer par exemple aujourd'hui, il est quasi impossible pour quelqu'un en quelques années, en très peu de temps, de pouvoir reconnaître le vrai d'un faux. Mais il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. J'ai d'ailleurs fait une conférence là-dessus à l'ULB sur le vrai du faux et j'essaie de déterminer comment arriver à savoir qu'un objet est vrai et faux, pardon, il faut d'abord pouvoir déterminer qu'il est bon et je peux vous assurer que c'est très complexe. On peut voir que la majorité de votre clientèle est occidentale. L'Africain en général ou le Congolais en particulier s'intéresse-t-il à son art? Je suis quelqu'un qui est toujours très honnête envers mon public et envers moi-même. Donc je voulais intéresser parce que moi aujourd'hui, comme je vous l'ai fait savoir, je suis quelqu'un qui a commencé dans le métier très jeune. Bon, j'ai baigné, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir naître effectivement d'une maman et d'un père qui consacraient leur vie à la culture. Donc c'était une chance inouïe que tout le monde n'a pas. Mais c'était une manière pour moi de pouvoir faire intéresser un public jeune, un public de la diaspora entre autres, puisque j'étais un peu triste que quand je faisais les vernissages, qu'il y ait très peu de personnes de la diaspora, ou en tout cas des gens que j'aurais connus de mon jeune âge, qui ne s'intéressent pas à ce que je fais. Ce qui était comme un petit peu une réussite, mais disons que je ne suis pas encore arrivé vraiment au but recherché. J'ai grandi jusqu'à mes 14 ans au Congo. Quand j'ai grandi au Congo, j'avais des amis qui avaient peur de venir chez moi parce qu'il y avait des objets. Ils avaient peur de venir parce qu'ils pensaient que c'était des objets avec des fétiches, de la magie et tout ça. Après ça, quand j'ai commencé mon métier, beaucoup me disaient « mais tu perds ton temps ». Troisième étape, la majorité des gens qui voyaient ce que je faisais se posaient des questions sur ce que je faisais. Ça commençait à intéresser. Et évidemment, encore une fois, ça va peut-être pas plaire à ce que je dis, mais quand on a vu, parce qu'il a fallu du temps, que finalement je commençais à avoir une belle galerie, que je commençais à pouvoir me loger grâce à ça, me nourrir grâce à ça, nourrir une famille grâce à ça, et finalement être... Voilà, et là on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est exactement? Ça commençait à intéresser. Et je dois avouer que de plus en plus, et j'en suis très heureux et très fier, de plus en plus, et alors je ne sais pas si c'est à cause des sujets des restitutions ou de quoi, mais beaucoup plus d'Africains aujourd'hui, et du continent et de la diaspora, s'intéressent énormément à l'art africain. Pas encore assez à mon goût, donc il y a tout un travail à faire, mais vraiment, il y a vraiment, donc du petit enfant à Kinshasa qui avait les amis qui avaient peur de rentrer dans sa maison, à aujourd'hui, il y a vraiment eu, je dirais, un intérêt qui est quand même très progressif. On sait que vous avez pris part à de nombreuses négociations concernant
la restitution par la Belgique d'une partie d'œuvres d'art volées à la RDC. Quel est votre regard à ce processus? Bon, moi, alors en tant que marchand, c'était effectivement très mal vu pour la plupart de mes confrères et la plupart de mon écosystème, c'est-à-dire collectionneurs, institutions publiques, que je prenne des positions. Et si on regarde mon actualité, ça fait plus de 10 ans que je prends des positions sur les restitutions. Mais ça, je pense que c'est dû à mon histoire. Je connais l'Afrique et je sais que l'Afrique a besoin effectivement de retrouver une partie de son patrimoine pour retrouver une partie d'identité. J'ai une partie d'identité parce qu'elle n'attend pas que ça pour pouvoir la retrouver, elle a toujours eu. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je suis effectivement assez, je dirais, décontenancé par la tournure que prennent les événements. Tout va un peu trop vite et de la manière dont il ne faut pas. Alors je suis très peu consulté, peut-être à cause de ma position de marchand, qui est très compliquée. J'ai effectué déjà des restitutions en Afrique, au Congo, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir exactement où se pose le problème. L'Afrique, c'est un continent. Chaque pays est à gérer différemment. Nous, on est en Belgique ici. Si on peut parler de la Belgique et du Congo, ce ne sont pas des sujets qui se traitent à la hâte. Il ne doit pas avoir un agenda politique derrière. Ce qu'aujourd'hui, je dénonce terriblement. Ça doit se faire, les restitutions se font parce qu'il y a un mouvement qui se crée, parce que la France a créé ici, parce que les États-Unis font ça, parce que l'Angleterre fait ça. En plus, la Belgique n'a pas du tout à rougir, parce qu'elle a déjà effectué des restitutions de plus de 113 pièces. C'est-à-dire que le sujet dans lequel on est aujourd'hui a déjà été beaucoup plus avancé dans les années 80. Il y avait eu déjà des accords qui ont été faits pour restituer certains objets. Et ça avait été d'ailleurs une très très bonne initiative. Parce que la chose que moi aujourd'hui, je pense qu'il faut cibler, ce n'est pas des restitutions de tout le patrimoine qui se trouve en Belgique. Loin de là. D'ailleurs, il faudra bien déterminer parce que le patrimoine congolais qui se trouve en Belgique, il y a effectivement des objets, et tout le monde le sait, qui sont des objets qui peuvent être issus de pillage, qui peuvent être issus effectivement de confiscation ou peut-être même de vol. Mais il y a aussi les objets qui ont été achetés, il y a les objets qui ont été offerts, les objets qui ont été négociés. Il y a même, alors parfois les gens ne le savent pas, ça étonne beaucoup, mais dans les centaines de milliers d'objets qui sont à Tervuren, il y a énormément, des dizaines peut-être de milliers d'objets qui ont été sculptés par des Africains pour les Blancs. Énormément. Et ces objets-là, on devrait les restituer. Ça serait quand même, pour moi, ça serait une deuxième gifle. Donc c'est pour ça que tout ça doit être très encadré. Moi, ce que je pense qu'il faut aujourd'hui au niveau des restitutions, c'est effectivement ce que j'avais réclamé à l'époque, enfin que j'avais suggéré, c'est que les États doivent être respectés d'égal à égal. Et effectivement, les restaurations doivent être ciblées. Si on restitue que les objets aujourd'hui et qu'on fait peur aux institutions publiques d'exposer les objets africains, dans 20 ans, il y aura d'autres activistes qui diront comment ça se fait que nos civilisations ne sont pas exposées en Europe. On doit être exposé partout, on doit se battre pour être exposé de la bonne manière. Est-ce que c'est au musée de Tervuren? Une vraie question, je ne pense pas. Mais il faut essayer effectivement de trouver la manière où notre patrimoine peut être exposé, parce que c'est le plus grand ambassadeur qu'on peut avoir, parce qu'on a eu des artistes extraordinaires d'une civilisation qui n'existe plus aujourd'hui, qui ont créé des choses fabuleuses. Moi, ce que j'aime retenir, c'est que aujourd'hui, alors c'est peut-être un raccourci, mais Picasso ne serait pas le Picasso d'aujourd'hui sans l'art africain. Modigliani ne serait pas le Modigliani d'aujourd'hui sans l'art africain. C'est-à-dire que les artistes les plus cotés du monde se sont inspirés de l'art africain. En tant que Mwana Mboka, le dernier message en lingala. La lingala, bako quoi. Bon, en tout cas, Mboka Nangai, na sepeli mingi makasi ye lelo ko pesa interview. En tout cas, kimia, parce que je crois que ça c'est le mot clé. Kimia, parce que Nayen Tozol Baboué Mboka Nabiso à place Monsieur Bazala na kimia te. Donc je terminerai par ce mot-là.